Et pour démarrer ce meet-up et vous accueillir, je vais passer la main à Pierre-Marie ici présent, qui est donc le fondateur de UNUP. Pierre-Marie, c'est ton tour. Ok, Natacha, merci. Donc merci déjà à tous d'être présents ce soir avant le match de l'équipe de France. On espère qu'on va amener le bon œil pour notre équipe. Donc ouais, je suis le fondateur effectivement d'UNUP. Je veux juste présenter très très rapidement l'entreprise, même si c'est pas l'objet de l'échange de ce soir, mais c'est la moindre des choses qu'on se présente à vous. Donc UNUP, c'est une société de services informatiques très orientée tech. On aime le technique. La preuve, c'est qu'on fait beaucoup de meet-up autour de différents thèmes. La semaine dernière, c'était sur le Behavior Driven Development. Ce soir, c'est sur le web décentralisé. On a un meet-up aussi le 7 juillet, donc allez sur notre page LinkedIn. N'hésitez pas à aller vous y inscrire. C'est sur Vue.js 3.0, la dernière version de Vue.js. Et donc, on est une entreprise effectivement de services du numérique basée à Nantes et à Rennes. Donc, on rayonne dans les Pays de la Loire et la Bretagne. Et pour faire très simplement, on adresse bien évidemment des clients, mais aussi des candidats, des collaborateurs. Et côté collaborateurs, on a deux grosses promesses de valeur. La première, c'est qu'on laisse énormément, voire on laisse tout court le choix des missions à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc en fait, ils sont un peu freelance sans l'être. Hein, ce sont des salariés, mais qui ont le choix de leur projet. Puis la deuxième promesse, c'est qu'on co-construit tous ensemble l'entreprise. On a une démarche d'horizontalité dans nos rapports managériaux qui fait que chacun a son mot à dire dans l'entreprise. Et puis côté client, on est très technique, on intervient de l'expression de besoin jusqu'à la mise en production des logiciels en proposant des ressources des gens de la MOA, de la MOE, du testing auprès de nos clients en essayant d'avoir une qualité de service irréprochable. Moi-même, je suis ingénieur en informatique et développeur à l'origine, donc je sais bien ce que c'est que d'essayer de contenter un client et de livrer une application de qualité. Voilà en quelques mots, puis si ça vous intéresse de parler de ce sujet qui me passionne, mon entreprise, vous n'hésitez pas à aller sur ma page LinkedIn, à vous abonner à ma page et à m'écrire, ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Et du coup, pour conclure, je vais laisser la parole à Bertrand, qui va donc animer ce meet-up sur le web décentralisé, où j'espère que vous allez apprendre plein de choses, et surtout, n'hésitez pas à interagir avec lui. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions, même des questions d'ordre culinaire, il cuisine très très bien. Et du coup, pourquoi on s'intéresse au web décentralisé? Donc, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous accédez à un site internet, vous passez forcément par un hébergeur qui est le point d'entrée unique du site. Même s'il a des clusters, quoi que ce soit, il y a toujours un load balancer devant qui le point d'entrée initial à répartir la charge. Et d'ailleurs, à une adresse de site avec une IP qui est affectée, pas plusieurs, hein, évidemment. Donc, et ça pose potentiellement des problèmes, on va voir lesquels. Voilà. Donc, d'abord, on va commencer par les avantages. L'intérêt de la centralisation, c'est que l'entreprise a le contrôle complet. Enfin, l'entreprise, en l'occurrence, c'est plutôt l'hébergeur. Il y a un contrôle complet, puisqu'il y a qu'un seul point d'entrée, qu'un seul intervenant. Il n'y a pas de risque de perdre le contrôle. Par contre, si cet intervenant déconne, on perdra des problèmes. Et pourquoi aujourd'hui l'Internet est centralisé jusqu'alors, et il l'est encore en quasi-totalité, c'est parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives viables, pour plusieurs raisons, notamment parce que les connexions n'étaient pas très rapides, donc décentraliser, c'était pas forcément la bonne solution. Et les inconvénients de la centralisation, d'une part la sécurité, parce que vous confiez votre site à un hébergeur, vous lui faites confiance, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire de confiance, mais du coup vous dépendez de sa capacité à sécuriser votre site. Et comme il n'y a qu'un seul point d'entrée, il y a déjà un potentiel de sécurité, c'est que du coup, pour attaquer votre site, il suffit d'attaquer ce point d'entrée là. Et l'attaque la plus simple, c'est l'attaque par DDoS, c'est-à-dire en faisant plein de requêtes, énormément de requêtes à la seconde et en saturant le serveur.
Et la plupart des sites ne résistent pas à ça. Même des grands sites comme des grands médias ne résistent pas à des attaques aussi simples que ça si elles sont bien organisées, bien sûr, avec un grand nombre de requêtes. L'autre inconvénient qu'on entend souvent et qu'on a pu constater sur les réseaux sociaux ou Google, c'est ce qu'on pourrait appeler la censure, c'est-à-dire que des fois ils retirent des contenus plus ou moins de façon autoritaire, sans forcément que ce soit toujours justifié. Bon, des fois ils les remettent quand c'est pas justifié, mais des fois c'est justifié, heureusement. Donc c'est aussi un avantage, c'est-à-dire que du coup si vous avez un contenu qui est problématique, vous n'avez qu'une personne à contacter. Donc ça, c'est aussi l'avantage. Mais c'est un inconvénient et un avantage. L'autre inconvénient, et c'est celui qu'on va surtout parler aujourd'hui, c'est la montée en charge. Parce que évidemment, il faut que vous avez un seul point d'entrée, donc il faut que derrière ça suive. Il faut que le load balancer il arrive à bien répartir la charge. Il faut qu'il y ait assez d'ordinateurs derrière. Et il n'y a pas de roue de secours si jamais c'est saturé. Si par exemple vous subissez une grosse charge et que vous n'avez pas mis en place le nombre d'ordinateurs nécessaires et qu'il n'y a pas de, vous êtes au taquet de votre forfait de nombre, de scalabilité, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au maximum de ce que vous avez payé pour le nombre d'ordinateurs. De machines virtuelles maintenant. Maintenant, ça marche avec des machines virtuelles. Donc vous êtes bloqué, vous avez, à moins d'appeler en urgence l'hébergeur pour qu'il vous augmente le forfait, il n'y a que ça comme solution. Donc, on va voir comment on peut répondre à ça. Donc, les alternatives. Historiquement, il y a le peer-to-peer qui a été première application, mais qui a été surtout utilisé pour des échanges. Les échanges de fichiers notamment, on a connu connaissent toujours certains les torrents ou les émules ou ces choses-là, ou Napster pour les plus anciens, sont les fichiers de musique. Et donc ça c'est déjà une forme de décentralisation, de partage de fichiers. Par contre c'est pas distribué pour le coup, c'est juste chacun a des fichiers à partager et puis propose un ensemble de fichiers à partager et donc si évidemment il n'y a pas un seul ordinateur qui est disponible, ça vous l'avez peut-être déjà vécu, pour récupérer le fichier, vous ne pouvez pas le récupérer. Si jamais il n'y a plus d'ordinateur qui ont ce fichier là. Sinon il y a la blockchain qui est donc plus utilisée côté back, comme base de données décentralisée et pour le coup distribuée. La blockchain il y a toujours l'entièreté des données sur chacun des ordinateurs qui fait partie du réseau de la blockchain. Et on va voir que là, dans la démo, on verra que j'utilise une application qui se connecte à justement un des nœuds qui ont une blockchain pour leurs données. Et puis, ce qu'on va aussi voir surtout, c'est la partie front qui est avec IPFS. Alors IPNS c'est le pendant non de domaine, mais IPFS donc c'est ce qui permet de stocker les fichiers et pareil de les servir de façon décentralisée. On va voir comment ça marche. On verra d'ailleurs que c'est assez similaire à une blockchain dans l'esprit, sauf que c'est appliqué aux fichiers. Donc déjà on va voir ce que c'est ces différentes technos. Donc le peer-to-peer, c'est donc chaque ordinateur partage ses données avec les autres. Mais ils n'ont pas tous les mêmes données, chacun a son ensemble de données propres et ils le partagent. Évidemment, il peut y en avoir plusieurs qui ont le même fichier, parce que ça vous est habitué si vous avez fait du BitTorrent. Vous savez, une fois que vous avez récupéré le fichier, si vous le laissez tourner, votre petit logiciel de torrent, et vous le partagez aux autres utilisateurs. Donc c'est le même fichier et du coup vous faites partie de ce qu'on appelle des peers qui partagent ce fichier. Et donc on récupère le fichier depuis plusieurs ordinateurs à la fois. Ça permet d'aller vite, de gagner en performance. C'est-à-dire que même si chaque ordinateur n'a pas forcément des bandes passantes de fou, en multipliant les connexions sur plusieurs ordinateurs à la fois, vous arrivez quand même à avoir des très bons débits avec BitTorrent, par exemple, pour récupérer vos fichiers. Et ça évite là, ça résout le problème de la saturation éventuelle
les serveurs. Là, vous le vivez encore aujourd'hui, normalement, si vous avez un Mac ou un PC, que vous faites des mises à jour macOS ou Windows. Le jour où ça sort, ils n'ont pas la même stratégie, mais ça se voit plus chez Apple, parce que chez Apple, ils sortent pour tout le monde le même jour, alors que chez Microsoft, c'est de leur côté qui contrôlent la distribution, et du coup, ils répartissent dans le temps. Mais dans les deux cas, il y a la bande passante qui peut, vous pouvez voir que vous téléchargez pas forcément les mises à jour aussi rapidement que votre connexion le permet, parce que les serveurs de Apple ou Microsoft, ils sont pas forcément capables de suivre parce qu'il y a trop de personnes connectées. D'ailleurs, là, petit point d'anecdote, Microsoft, par exemple, dans leur système de mise à jour, fait un peu de peer-to-peer, puisque vous avez une option qui, je crois qu'elle est activée par défaut, je suis pas sûr, mais qui permet à ce que votre ordinateur puisse servir de distributeur de mise à jour. La blockchain, donc ça c'est une techno qui est plutôt back, c'est une techno de stockage de données, c'est une sorte de base de données, mais c'est une base de données distribuée et sécurisée dans le sens où toutes les données sont liées les unes aux autres, mais vraiment chaque élément qu'il y a dans la chaîne là, même dans un bloc, donc les petits blocs c'est B1, B2, B3. Chaque élément est lié, c'est-à-dire que le E9, par exemple, l'élément 9, l'événement 9, est lié à l'événement 8, qui est lié aux événements précédents, s'il y en a, et qui est lié à l'entête, qui est lié au bloc précédent. Donc tout est lié, et ce qu'on appelle un arbre de Merkel, et ça fait en sorte que en gros, dès que c'est quasi infalsifiable, parce que dès que vous voulez modifier la moindre donnée, il faut tout recalculer, les liens étant des hashes, donc des hashes de données. Donc vous savez, si vous connaissez les fonctions de hachage, dès que vous modifiez le moindre caractère, le moindre octet, le moindre élément, le hash change radicalement, et c'est impossible de deviner ce qui deviendrait en changeant le moindre élément dans la donnée. Donc il faut recalculer, et comme tous les blocs sont liés les uns aux autres, eh bien il faut si jamais vous changez par exemple le bloc 1, il faut recalculer du coup le bloc 2, le bloc 2 et tout le bloc 3. Là pour cette chaîne, il n'y a que 4 blocs, mais sur une grande chaîne où il y a des milliers de blocs, ou des millions de blocs, ça devient très compliqué de modifier les données, les anciennes données. Donc c'est ce qui apporte la sécurité, ça plus de calcul, mais c'est pas le sujet, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Et donc là, je l'ai dit oralement, mais donc la blockchain, tous les contenus sont liés. Donc il y a une redondance totale, donc ça apporte une sécurité aussi au niveau de la sauvegarde des données, c'est-à-dire que vous êtes quasi garanti de ne pas pouvoir perdre vos données. C'est redondé dans tous les ordinateurs qui font partie du réseau, sachant qu'il y en a bien souvent des centaines, voire des milliers. Je ne sais plus combien il y en a dans Bitcoin par exemple, mais il y a souvent des milliers. Puis il n'y a pas de limite, il peut y en avoir autant qu'il y a de personnes qui souhaitent participer. Et du coup, voilà, ça sécurise vos données, vous êtes sûr qu'il y a un backup quelque part qui arrive, quoi. Donc voilà, après sécurisé par hachage, j'ai déjà expliqué. Et après IPFS, donc c'est la partie stockage de fichiers décentralisé sur lequel on va héberger le front, donc l'application en JavaScript, quoi, front. On peut pas du tout héberger de choses en PHP ou en Java, en J2E par exemple, parce que voilà, ça ne sert qu'à délivrer des fichiers, ça n'interprète rien, donc ça ne peut délivrer que du front. Et du coup, c'est décentralisé. Et comme avec une blockchain, chaque fichier a un hash unique. Et du coup, c'est assez similaire dans le fonctionnement. Et si vous changez la moindre donnée, il faut recalculer le hash, pareil, de votre fichier. Et du coup, ça permet on va voir l'intérêt en plus d'avoir un hash. Ça permet de faire en sorte que quand il y a une mise à jour, votre navigateur il détecte tout de suite si en comparant le hash avec celui qu'il connaît déjà, s'il a besoin d'aller rechercher sur le réseau le site, ou s'il peut se contenter de charger depuis son cache local.
Ah oui, alors le DHT, c'est la table qui contient, c'est le dictionnaire, on va dire, de DH, Distributed Hash Tables. Ce qui permet de résoudre trouver où se trouve le fichier exactement. Et donc, on va voir qu'un lien IPFS de base, ça ressemble à ce que vous voyez là, gateway.ipfs.io/ipfs et le hash du fichier ou du répertoire. Et le problème, c'est que c'est pas très facile à retenir, comparé à une adresse internet classique. C'est difficile à lire, difficile à mémoriser, et ça change à chaque mise à jour, donc c'est impossible de communiquer ça à vos clients en disant tiens, j'ai lancé mon site, voilà l'adresse, si vous donnez ça, voilà, il y a un peu de chance qu'ils arrivent à le retenir et que ça leur donne envie d'aller le voir. Donc, heureusement, il y a des solutions. La première, c'est déjà retirer la variabilité de la mise à jour via donc un hash unique. En fait, c'est celui du nœud en réalité qui pointe, qui permet d'associer votre fichier à votre nœud. Bon, à ce moment-là, votre nœud il peut servir que ce fichier-là, donc ou ce répertoire, donc que ce site-là. Malheureusement, dans ce cas-là, donc ça a cet inconvénient-là. Par contre, bah, ça bouge plus, vous changez le fichier, vous avez juste à faire un petit IPFS publish avec le hash de votre fichier, enfin IPFS name publish, et ça met à jour, ça repointe sur la nouvelle version. Mais on va voir que c'est pas ce qui est trop utilisé aujourd'hui, c'est pas ce qui est recommandé. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser DNS-Link, qui en réalité passe par un serveur DNS classique. Alors pour le coup, le DNS c'est une techno centralisée, mais bon, voilà, pour l'instant ça marche comme ça. Même si je crois qu'il existe des systèmes décentralisés aussi pour les noms de domaine. Et du coup, DNS-Link, ça va faire pointer votre nom de domaine classique dans www.unup.fr sur la ressource IPFS, sans que la personne, l'utilisateur n'ait besoin de retenir le hash ou quoi que ce soit et ne s'en rende compte en fait. Et du coup, on va voir ça. Alors, pas encore à des mots. On va donc, oui, j'ai déjà dit plus ou moins à l'oral, mais donc ça se consiste en deux choses. D'une part, on déclare une entrée, ce qu'on appelle DNS-Link, qui consiste toujours à écrire underscore DNS-Link point votre nom de domaine, donc par exemple .www.unup.fr. Et dans la valeur, donc c'est un champ texte, pour ceux qui connaissent le DNS, c'est un champ TXT. La valeur, vous mettez /IPFS / le hash de la ressource sur lequel vous voulez que ça pointe. Et ensuite, vous rajoutez en plus une entrée CNAME, donc ça c'est comme un alias, dans lequel vous dites que le www.unup.fr, ça pointe sur une gateway IPFS, qui peut être celle-là, gateway.ipfs.io, ou qui peut être une autre gateway IPFS, y compris celle que vous avez dans votre propre entreprise si vous voulez. Du moment, c'est un nœud en fait, c'est l'adresse d'un nœud, peu importe lequel. C'est chaque fois qu'on lance IPFS, il écoute ce qu'il appelle une gateway sur un port particulier, et donc il suffit de donner dans le DNS de donner ça l'adresse de votre gateway et ça va fonctionner. Et on va faire la démo, donc avec une application qui est à la fois donc une application pure JavaScript en AngularJS, pour le coup elle est un peu ancienne, c'est du Ionic 1 pour être précis, et qui pour le coup se connecte à une blockchain, donc à un serveur qui est un nœud de blockchain. Hop, donc là je vais le montrer. Alors déjà je peux vous montrer, je l'avais déjà fait. Mais je vais le mettre à jour. Donc là, vous voyez, il y a un petit panneau, attention, la version 1.6.9, c'est une ancienne version. Et du coup, on va le mettre à jour. Donc là, on voit déjà que c'est de l'IPFS parce que quand on utilise le navigateur Brave Browser, là, puis le petit lion, là, il intègre d'origine, sans rien avoir à faire, à part l'activer. Donc si vous allez dans les paramètres, vous avez une section IPFS. Vous avez juste à l'activer, IPFS Compagnon, et vous configurez un peu rapidement, où vous dites, si vous n'avez pas votre propre nœud IPFS, vous dites que vous voulez utiliser le nœud embarqué, parce qu'il fournit, il le lance lui-même. Et après ça, vous pouvez directement accéder au site IPFS en tapant ipns : et un nom de domaine.
Et si bien sûr c'est bien configuré en DNS Link et tout ça. Donc on va voir après comment on fait la configuration. Mais donc là on voit qu'il a détecté que c'était un site IPFS. On le voit d'ailleurs si je clique sur le petit logo, ce contenu est chargé en disant protocole IPFS. Et du coup là, en réalité, il va le chercher sur mon nœud embarqué, mais si je désactive mon petit compagnon là, donc hop, il devient tout gris et que je le recharge, il va quand même me le charger. Et ouais, ça s'en fiche s'il veut. Et en fait, là, ça marche quand même sans avoir activé mon nœud local, parce que il va chercher sur le réseau. Il va chercher dans un des nœuds du réseau. En réalité, il va chercher sur le nœud qu'on a configuré dans les paramètres sur la partie IPFS. Vous voyez qu'il y a un moment où on demande l'adresse de la passerelle réseau IPFS public. Donc là, j'ai mis des weblinks. Alors pour vous montrer que c'est pas une blague, c'est que je vais prendre l'adresse et je vais prendre le petit nom, sauf que là, je vais taper directement l'adresse /IPNS/ le petit nom. Et ça revient au même, alors là, sauf que là il le convertit en des weblinks. Mais vous voyez, il charge le même site. Et là, depuis des weblinks. Si j'avais fait pareil avec le gateway, le gateway.ipfs.io, ça aurait fait pareil. Donc je peux vous le faire. Gateway, qui est un autre nœud du coup. /IPNS/ l'adresse. Voilà, et ça marche exactement pareil, ça charge le site. Donc, vous voyez, donc il y a des backups un peu partout dans le monde. D'ailleurs, pour vous montrer concrètement, si je le redémarre, quand on va sur les statistiques et qu'on va dans les paires, là, on voit que le nombre de paires sur lesquelles on est connecté, donc il y en a déjà 262. Et donc la localisation, il n'a pas encore localisé, mais vous voyez les trucs aux États-Unis. Enfin, il y a des trucs partout dans le monde, le temps qu'ils résolvent les localisations. Mais voilà, il va chercher partout. Là, on voit en Espagne, en France, un peu partout. Donc il y a vraiment, ça sécurise complètement votre site. Il y a des backups partout, quoi. Donc on va concrètement faire une mise à jour. Donc je vais prendre le dernier code du site. Je vais le chercher officiellement sur le site GitHub du projet. La connexion n'est pas rapide là. Ouais, alors Google. C'est bien d'être écolo, mais des fois. Alors, hop. Donc là, je vais dans les releases. Donc je prends la version web. Alors, je copie l'adresse. Je vais juste le mettre sur mon. Je vais créer un répertoire. Donc je vais récupérer le code, donc la dernière version. Donc on voit c'est une 1.6.12, on était en 1.6.9. On va pouvoir vérifier que ça c'est bien jour. Ouais, c'est pas rapide, hein. Ah si, ça accélère. Je l'avais préparé sur le Mac, mais comme il plante. Hop. Allez. En attendant, il n'y a pas une petite musique d'attente, Natacha? Alors, je peux vous chanter une chanson, mais je suis pas sûre que tout le monde sera content. Je vais vous éviter ça. Ça va venir. Ça télécharge, regarde. Ah ouais, mais ça ralentit là. Je sais pas, c'est le web centralisé ça justement là. Ça va pas. Hein. Ça aurait été en BitTorrent, ça aurait été plus vite, tu vois. Voilà, bah bel exemple de. Je sais pas pourquoi GitHub est lent là, comme ça. Parce que normalement je n'ai pas de. Sur mon Wi-Fi. Ouais. Tu serais pas en train de nous créer du Bitcoin?
Ah, attends, par contre, je vais faire un truc, je vais quand même couper mon nœud IPFS parce que lui, il consomme un peu de bande passante. Non, je suis pas en train de te faire de Bitcoin. Ah, tu vois? J'avais raison. Alors, donc, je fais un petit répertoire parce que je sais qu'il manquerait pas à lui. Et comme il faut changer une config, alors, Cesium. Je vais juste lui dire que c'est la version démo que je vais déployer. Voilà. Donc là, je vais juste faire IPFS. Alors, je vais lancer mon vrai IPFS moi. Je vais faire IPFS add le répertoire. Alors, moins R, pardon, l'option récursif. Oui, alors, si je fais pas le moins correctement, il ne va pas marcher. Vous voyez, hop, il a tout envoyé. Et là, j'ai mon petit H de répertoire. Je vais le copier. On peut déjà voir que à partir du moment où j'ai fait ça, si j'essaye de faire simplement un... Ça va être un peu long si je le fais via la gateway, mais c'est juste pour vous montrer. Si je tape gateway IPFS /le H, donc il va mettre un peu de temps parce qu'en réalité actuellement il est seulement disponible sur mon nœud, donc il faut le temps qu'il le récupère. Parce que je l'ai publié en fait sur mon nœud, hein, donc il faut qu'il le temps qu'il aille. Comme là je l'y accède avec un autre nœud, le temps qu'il aille le récupérer, donc pendant qu'il charge je vais faire les DNS. Donc vous voyez je suis quand même chez OVH. Pas pour l'hébergement mais pour les DNS. Ah non, pas du net, non. Pas le bon compte. Alors, j'ai mon clavier numérique qui est pas... Voilà. Ah bah non, je me suis trompé. Ah bah oui, il m'en a fait un nouveau. Ah, il est chiant. Il m'en fait du nouveau à chaque fois. C'est sécurisé au moins. Donc là, en fait, comme c'est une mise à jour, j'ai déjà l'entrée dans... Attends, le temps qu'il charge, oui. J'ai déjà l'entrée dans ma zone DNS. Sauf que c'est pas le bon H, c'est l'ancien. Allez, OVH. S'il te plaît. Donc je vais dans la zone. Et du coup, je cherche DNS Link Cesium Demo, là, donc avec mon nom de domaine, je modifie. Donc là, on voit qu'on a DNS Link égale et /IPFS l'ancien H. Je prends le nouveau. Alors, vous voyez l'avantage immédiat qu'on peut se dire quand on regarde ça, c'est que je peux publier ma version, vérifier qu'elle fonctionne avec des adresses IPFS directes. Bon là, il met du temps parce que tant qu'il recopie, ou c'est peut-être parce que j'ai mon firewall, peut-être que j'active quand même le nœud local, mais du coup je vais utiliser le nœud externe. Ok, ça devrait aller mieux. Voilà, évidemment, forcément, quand on est en local, ça marche. Donc là, on voit que c'est la 1.6.12, mais là, je suis en local, j'ai triché, je suis pas passé par mon nom de domaine. J'ai triché. Mais donc ça, juste pour vous montrer que quand vous publiez, vous pouvez tout de suite tester que votre site il fonctionne sans avoir à modifier votre nom de domaine, quoi que ce soit, en local. Et une fois que vous êtes content, que vous avez vérifié que tout fonctionne, bah, vous pouvez aller dans votre DNS comme on a fait tout à l'heure, changer le hash, et c'est qu'à ce moment-là que les gens y verront la nouvelle version.
donc là j'accède tout à fait normalement, espérant qu'il n'y ait pas du cache navigateur qui me... Alors, du coup il bascule sur mon localhost parce que j'ai activé le nœud. Par contre il est un peu en attente de... Ah oui, ah bah c'est l'ancienne version. Comme quoi il y a du cas, c'est peut-être le temps de la propagation DNS, à ce moment-là on n'en a pas pour tout. Malheureusement là ça risque d'être long si c'est ça, mais on va désactiver le cache. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit des weblinks là. Ah. Oula, on l'a pas aimé du tout. J'avais fait des mots, mais je pense que c'est le temps que il y a du cache DNS dans les. Faut que je regarde comment on enlève ça de Linux. Ah. Désolé pour le son. Il y a du cache DNS dans les systèmes d'exploitation, donc. C'est ça, hein. Après, je peux peut-être essayer aussi de redémarrer le truc, on sait jamais. Alors. Ouais, non, il s'obstine à me servir l'ancienne version. Au mieux faire la démo sur des créations, des mises à jour. Parce que on va faire une démo création. Parce que là, je pense que c'est des histoires de temps de mise à jour du DNS. Probablement que ça répond encore à l'ancien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup publier un autre site, une autre appli. Pareil, je vais chercher. Alors pour le coup, celle-là, elle n'a pas un back avec une blockchain, elle a un back avec un Elasticsearch, mais avec un plugin de peer-to-peer. C'est-à-dire qu'il j'échange client, pourquoi tu ne le trouves pas? Bon, on va aller à la source, hein. Plus simple. Aller sur les trucs publics, c'est bien, mais encore que c'est des miroirs, ça. C'est parce que je suis pas connecté. Voilà, protégé. Ah ouais, mais là, il n'y a pas les releases. Donc, j'ai un compile comme source, mais... Attends, je l'ai trouvé tout de suite. Ouais, ben voilà, il y a l'adresse GitHub. Donc, allez. Bon, même chose, hein, je le télécharge. Je vais couper mon nœud aussi. Je l'ai.
pas aller vite. Hein. Ah, si, pas plus. Donc pendant ce temps, est-ce que l'autre est devenu... J'ai coupé le nœud, ça va plus marcher. J'ai tout cassé. Ouais. Oh là 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 là. Ça rame. J'espère que vous m'entendez toujours parce qu'avec la connexion que j'ai là. Ouais, on t'entend, Bertrand. Ouais. Yes, on t'entend. N'hésite pas à nous parler d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'est bon. Donc, pareil, je fais un petit répertoire. Parce que c'est un répertoire que je vais oublier. Voilà. On démarre le nœud. Hop. Donc là, on peut déjà voir que si je fais... avec Ah ouais, trompé sur le port. Non. Ah ouais, pourquoi SSL? Arrête de faire le SSL. Voilà. On voit que ça marche en local. Hein. Et donc je vais faire, j'espère que là ça ira assez vite, mais les CMake normalement ça va. Donc je rajoute une entrée, donc là on va vraiment faire le travail complet. Donc je rajoute une entrée d'abord txt, je vais dire c'est dnslink.rechange et la valeur je mets dnslink égale slash ipfs slash oups, attends, j'ai fait une faute. Le H. Il n'est pas content, pourquoi lui? Oui, il râle. C'est du texte, je mets ce que je veux. Oui, non, il y a peut-être... non, les guillemets, c'est avant, pardon. Voilà. Hop, donc là j'ai mon entrée DNSLink qu'on voit là, ici. Et je vais ajouter un CNAME. Donc j'échange. Donc par exemple gateway.ipfs.io. Voilà, et là normalement, si ça... non, j'échange.club. Voilà, bah, ça a détecté tout seul. Là j'ai mon truc local qui est activé, donc ça m'a mis en local. Mais donc, on a vu que ça a tout de suite résolu que c'était du IPFS et ça m'a servi l'application. Alors, donc Cesium, il met du temps à charger là. Mais... Ah bah, y est. On voit aussi, tu vois, le temps que ça se fasse, que le Cesium maintenant, il est bien en 1.6.12 quand j'accède avec le nom de domaine également. Donc ça veut dire que le mapping est maintenant pointe bien, le DNSLink pointe bien sur le nouveau hash. Alors, je peux essayer en désactivant le hop ça pour que ça passe par la gateway. Maintenant, il faut que ça soit recopié dans la gateway, donc ça est toujours un petit peu plus long.
l'as résolu tout à l'heure. L'adresse DNS est introuvable ici. Cible réelle. Ah oui, ben, je vous ai vendu du rêve parce que tout à l'heure ça marchait, mais il faut que de bol, je pense. J'ai oublié le petit point. Ouais, par contre, c'est pareil, le temps que. Normalement, les CNAME c'est rapide, mais là, c'est pas publié. Ok, alors je peux essayer en trichant, là, je suis obligé. Ouais, ça va être long, pareil, il faut qu'il recopie. Ah, le problème, c'est que comme j'ai... Pour que ça marche, il faut que mon user access, il faut les clés à ça. Et là, je suis pas sûr que mon port 5001 il soit ouvert. Enfin, surtout, il est pas ouvert sur ça, c'est pas du tout. Donc, à mon avis, ça va pas marcher depuis la gateway. Ah, je suis quasi sûr, parce que je peux aller regarder, mais sur la Freebox, mais évidemment, pour que ça marche, il faut que c'est comme avec BitTorrent, ça vous l'avez déjà vécu. Il faut que vos ports soient ouverts, sinon vous partagez pas. Le 5001, ça va sur autre chose. Donc ça je le sais. Je peux changer éventuellement, mais c'est celui-là, on dit. Je sais pas si ça va suffire. Ah, quoique là, il me l'a chargé, finalement. Et c'est la bonne version. Alors j'échange, peut-être qu'il faut que je recharge. Il faut le temps qu'il le recopie. Mais là, on voit, là, sans que j'ai activé mon extension, l'extension IPFS, donc ça veut dire qu'il ne redirige pas sur mon nœud local. Et bien là, il charge bien Cesium avec la dernière version. Donc, la mise à jour a fonctionné. Bon, j'échange, ça mettra un peu de temps aussi, je pense, le temps que ça se propage. Ça, c'est l'inconvénient, il faut que ça se propage dans le réseau pour que ça devienne accessible ailleurs que sur votre propre serveur. Mais bon, si votre serveur il tourne, ça peut, ça met, vous avez vu, ça met quelques dizaines de minutes peut-être à se propager. Donc il faut juste que vous assuriez quand vous publiez votre site que votre serveur soit opérationnel le temps que ça se propage, que quelques dizaines de minutes. Et après vous êtes à peu près tranquille, votre site il sera accessible n'importe où, n'importe quand, même si votre serveur tombe. Voilà, alors je vous avais dit qu'il y avait de la blockchain derrière ce Cesium là par exemple. On le voit en fait quand on va dans le réseau. Tout ça c'est des ordinateurs qui ont de la blockchain, derrière il y a un numéro de bloc. Et on peut aller sur l'un d'eux au hasard. Ah non, lui il a un accès privé, peut-être pas. Il y en a qui ne permettent pas l'accès. On va aller sur le mien. Et on peut aller voir ce qu'on appelle la fiche de paire. Et là, en fait, ça c'est un ordinateur parmi 66 autres là qui sont actifs à l'heure actuelle, je crois. Et chacun participe au réseau. Je sais pas, j'arrive pas à en cliquer d'autres là, mais si, Cédric. Ouais. Il a des petits soucis, mais hop. Ah oui, lui il n'a même pas accès à ses informations, mais voilà, c'est quand même un nœud. Et on peut voir que la base de données, par exemple ici, c'est une blockchain dit publique, donc on a accès à tout le contenu. Et on voit qu'en fait une blockchain, on va retrouver dedans le hash. Et donc ça c'est le hash contenant toutes les données, plus ce qu'ils appellent le nonce, plus le hash précédent. Enfin voilà, donc c'est vraiment basé sur tout l'ensemble du contenu, sauf le hash lui-même bien sûr. Et le inner hash qu'ils appellent le inner hash, c'est le contenu sans la petite sécurité qui est là, le nonce. Enfin, si vous voulez creuser ce sujet-là, il y a un billet de blog sur le blog de UNUP sur qu'on appelle les algorithmes de consensus. Enfin, il s'appelle, il est intitulé, je crois,
Pourquoi la blockchain non, c'est l'histoire d'économie d'énergie. Attends, je vais rechercher. Si tu te rappelles. Économique. Oh non, la blockchain est-elle forcément énergivore, je crois. Donc là-dessus, il y a l'explication de comment ça fonctionne, les algorithmes qui calculent les hash, là, tous ces trucs-là, qu'on a vu tout à l'heure. Ça, si ça vous intéresse, attends, je l'ai plus, le truc avec le hash, mais voilà ça. Les algorithmes, comment ça fonctionne, et les alternatives à ça, parce que ça s'appelle de la preuve de travail. Il y a d'autres alternatives que vous pourrez étudier sur ce billet de blog qui est là. Je vais vous le mettre en lien si ça vous intéresse pour approfondir. Pour les petits curieux, je vous mets en lien dans le chat. Ça n'a pas déjà été fait. Non. Ça c'est pour approfondir côté back sur les blockchains. Et on va continuer la présentation du coup, maintenant qu'on a fait la démo. Et on va parler de démarrer la diapo. D'autres applications décentralisées que vous connaissez peut-être. PeerTube par exemple, qui est comme YouTube mais en peer-to-peer. Et c'est un peu le même principe, chacun peut l'installer chez lui et on peut se synchroniser avec d'autres plateformes, d'autres ordinateurs PeerTube et donc mutualiser du contenu et dupliquer du contenu les uns envers les autres si on le souhaite. Et quand une vidéo est disponible sur plusieurs ordis, en fait il va se connecter sur plusieurs ordis pour aller la récupérer, un peu comme BitTorrent qui accélère le temps de chargement. Decentraland, c'est assez fun, je vais vous montrer assez rapidement, mais c'est si vous connaissez Second Life ou ce genre ou même World of Warcraft, je veux dire. C'est un monde 3D virtuel dans lequel vous pouvez construire. Alors ça ressemble du coup peut-être un peu plus à Minecraft. Vous pouvez construire des objets et chaque objet c'est ce qu'on appelle un token non fongible enregistré dans une blockchain. Donc c'est pareil, c'est basé sur une blockchain, c'est décentralisé, donc c'est pareil, les objets ils sont dupliqués dans des blockchains, donc sous forme de token non fongible, donc c'est sécurisé, vous pouvez pas le perdre, il est sauvegardé dans plein d'endroits. Et du coup, ça c'est intéressant aussi si vous voulez creuser le sujet des tokens non fongibles, ou NFT en anglais, non-fungible token. Vous chercherez, vous verrez, on peut faire des choses super mignonnes. Donc comme ça, là c'est un monde virtuel de 3D, il y a aussi les CryptoKitties, les chats cryptographiques, qui sont aussi des tokens non fongibles et qui sont aussi basés sur une blockchain. Ouais, il y a un délai avec l'affichage, désolé. Et sinon, là, il y a un annuaire des web apps, des apps, donc apps décentralisées, donc, qui s'appelle stateoftheapps.com. Et j'ai mis /fr pour les francophones. Et du coup, vous pouvez voir tout un tas de... Ah, je voulais pas repasser si vite. Tout un tas d'applications et autres sites qui sont basés sur des technos décentralisés. Oui, même moi ça lag, hein, l'affichage. On va y arriver. Et du coup, voilà. Et donc, merci à tous. Et ça lag. Je sais pas si... Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Merci. Normalement, on devrait être sur l'écran. Merci. Merci à tous. Voilà. Donc, mes coordonnées. Merci Bertrand. Et si vous avez... Merci Bertrand. Peut-être des questions? Et sinon, si vous avez des crypto-monnaies June, j'ai ma petite clé publique d'Unitaire si vous voulez faire des dons. Voilà. Tu te fais ta pub en plus. Ouais. Merci Bertrand. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec le partage. Merci Bertrand. Du coup, est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour notre Bertrand? Vous pouvez réouvrir vos micros ou les mettre dans le chat. Tu penses que la France va gagner ce soir? Ça, c'est une question pour moi. Moi, oui, j'ai dit qu'elle avait gagné parce que c'est la France, mais je suis pas du tout bon en foot. Faut demander à coach Bertou.
Il y a une question plus sérieuse de Sébastien. Est-ce que tu es valideur G1? Ah, il y en a un qui connaît. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire à moi? Parce que moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, non plus, bien vu. Non, je sais pas trop ce qu'il entend. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, mais j'ai un nœud d'unitaire, donc un ordinateur qui tourne, qui valide les blocs. Ok. Pour le coup, donc dans la blockchain. Donc on l'a vu tout à l'heure. J'ai un point après le point .fr. Et par ailleurs, je suis aussi certificateur, si c'est ça qu'il veut entendre, Sébastien, je sais pas. C'est-à-dire, je suis moi-même membre et je suis certifié, et du coup, je peux faire certifier des gens. Mais je ne certifie pas, enfin, quoi que je te connais, toi, mais je ne certifie pas les gens sans les connaître, par contre. Mais voilà, parce que dans la règle, c'est quand même un système de validation de fait que la personne elle a pas plusieurs comptes et qu'on la connaît bien et tout ça et qu'elle a compris le fonctionnement. Donc. Mais c'est bien que tu connaisses déjà le nom, Sébastien. Je savais pas que tu connaissais. Mais... J'ai découvert récemment. Ah oui, d'accord. Ok. Mais ouais, bah si tu veux une certification, je pourrais t'en donner une. Éventuellement. Mais avant de te faire certifier, essaye de trouver 4 autres personnes comme moi. J'en ai 3. On a 3 déjà. Ça fait un peu club privé. Hein. Je veux pas. Ouais, ça fait un peu. Bah, si ça, si. La June, c'est la monnaie, le petit logiciel qu'on a installé, là, qu'on a mis à jour pour la démo. Bah, c'est le logiciel, on va dire, portefeuille, pas que portefeuille, mais le client de cette crypto-monnaie-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher G1 ou monnaie libre, ils appellent ça aussi. Et vous pourrez voir. Plus vous rencontrez les gens, vous allez sur le forum de la monnaie libre. Vous pouvez rencontrer des gens, des utilisateurs, qu'ils soient nantais, parisiens ou n'importe où dans le monde. Il y en a un peu partout. Ok. Question plus sérieuse. Là, ce protocole, en fait, il est connu nativement par tous les navigateurs, c'est ça? Non, juste bref, pour l'instant, on le supporte, IPFS. Les autres, tu peux installer IPFS Companion et ça va le rendre compatible. C'est une extension qui existe pour Chrome et Firefox. Je crois pas Safari, ça m'étonnerait. Mais Chrome, Firefox, c'est sûr. Et une fois que tu l'as installé, en gros, tu vas pouvoir accéder au site IPFS de façon transparente, y compris en utilisant le protocole IPFS de //. D'accord. Donc pour l'instant, c'est pas encore grand public, quoi. Ouais. Par contre, avec DNS Link que j'ai utilisé là, n'importe quel navigateur peut accéder par le nom de domaine, ça va marcher en fait. Parce que quand t'as pas le compagnon il sert à ce que ça puisse avoir le site qui se récupère localement sur ton ordi, de sorte que les prochaines fois que tu visites le site, s'il n'a pas changé de hash, il va pas chercher sur internet. Mais si t'as pas le compagnon, la seule chose que ça change, c'est qu'il ira systématiquement chercher sur internet. Donc sur la gateway que j'ai configurée dans mon DNS, donc là gateway.ipfs.io. Mais ça marchera quand même. C'est la solution de backup, on va dire, de repli universel. Mais du coup, tu bénéficies pas de l'avantage de réduire la charge en allant chercher directement sur ton ordi plutôt que sur le réseau, quoi. D'accord. Oui, mais tu bénéficies quand même de la résilience du fait que si ton serveur il tombe, tu vas le trouver quand même. Quoi. Par contre, si la gateway elle tombe, ça va poser souci. Mais ça sera pas le seul endroit en fait où ça posera souci si la gateway elle tombe. Oui, voilà. Mais donc, c'est juste l'inconvénient de passer par ça, c'est que comme dans le DNS, j'ai spécifiquement ciblé une gateway. Si cette gateway-là, elle tombe, eh ben ça ne marche plus. Par contre, si tu as le compagnon, si, parce que le compagnon, lui, il va regarder en local et éventuellement d'autres. Il est connecté à plein d'ordi différents, donc il peut aller chercher sur un autre ordi. D'accord.
Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions? Ok. Sinon, c'est à Eh vous. ben, ouais. On vous remercie en tout cas d'être venu à ce Meetup by UNEP. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans 2 semaines pour le Meetup de Benjamin et Denis sur Enter the Vue.js 3.0. Et en attendant, on vous souhaite un bon match pour ceux qui le regardent ce soir. Et sinon, pour les autres, une bonne soirée quand même. Essayez de pas trop supporter le Portugal, c'est tout. Pourquoi bonne soirée quand même? Ça veut dire que si on regarde pas de foot, la soirée, c'est... Ah, j'essaye de faire un petit biais, laisse-moi tranquille. En tout cas, merci à tous et puis bonne soirée. Bonne soirée à tous.